Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons le plaisir et le privilège de nous entretenir aujourd'hui avec M. Mahamadou Djouara. M. Djouara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème paix et développement, déconcentration ou décentralisation. Avant cela, il serait bon quand même qu'on puisse vous présenter en quelques mots. M. Djouara est expert sur les questions de gouvernance, de paix et de sécurité. Il a également été membre du comité scientifique lors des concertations organisées par le CNSP dernièrement. Vous avez un executive MBA en management. Vous êtes sociologue et socio-anthropologue de formation. Il y a d'autres éléments, mais vraiment pour brosser un peu le tableau. Donc, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que la déconcentration, qu'est-ce que la décentralisation et quels est peut-être où les points de convergence ou les points de divergence entre ces deux termes? D'accord, alors merci beaucoup. Encore une fois, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs d'Africable et de vous remercier pour avoir pensé à moi et parler de ce sujet aujourd'hui. La décentralisation est un processus qui consiste par l'État de se rapprocher du citoyen en créant des collectivités, des entités administratives et politiques en charge de la gestion de leurs affaires. C'est quelque chose qui est consacré dans la Constitution du 25 février 1992 qui parle de la libre administration des collectivités. Voyez-vous, donc cet esprit vient de quoi? Nous avions, depuis l'accession à l'indépendance, un État hyper centralisé dont la gouvernance était verticale et directive. Et donc, le pouvoir central qui devait définir les politiques publiques, exécuter les programmes de développement au bénéfice des populations était trop loin d'une bonne partie des populations des différentes collectivités du Mali. L'esprit était donc de faire en sorte que les collectivités, donc les populations maliennes, au sein de leur collectivité, puissent se doter d'autorités locales, nanties d'un certain nombre de prérogatives, pour élaborer des politiques de développement et mettre en œuvre des programmes de développement au bénéfice de la satisfaction, n'est-ce pas, des besoins de ces populations. Donc, la décentralisation consiste à créer des collectivités territoriales nanties d'une autonomie de gestion sur le principe de la libre administration. La déconcentration, elle s'applique plutôt par le transfert d'un certain nombre de compétences à des représentants de l'État au niveau des différentes échelles de gouvernance, qui peuvent être des collectivités ou des circonscriptions administratives. La différence entre les deux, c'est que dans la relation entre les différentes autorités au sein de la déconcentration, la relation de subordination demeure. Alors qu'au niveau de la décentralisation, cette relation de subordination n'existe pas. Seulement, auprès de chaque collectivité, il y a une autorité de tutelle donc, qui est chargée de veiller au contrôle de l'égalité et de veiller, n'est-ce pas, au relayement des politiques d'intérêt public, d'intérêt national et de veiller à l'intérêt général de façon générale. Voyez-vous. Donc maintenant, les deux processus cohabitent. Dans le cas du Mali, par exemple, aujourd'hui, on a au niveau des collectivités décentralisées, on a la région comme collectivité décentralisée, on a le cercle comme niveau de collectivité décentralisée et on a la commune comme niveau de collectivité décentralisée au sein de laquelle se trouvent les quartiers ou les fractions. Voyez-vous? Les quartiers, villages ou fractions. OK? Voilà. Mais par contre, quand on prend au niveau de la déconcentration administrative, nous avons justement la région et nous avons le cercle qui correspond un peu à la préfecture et nous avons l'arrondissement qui n'est pas l'équivalent de la commune. Tout ça est bien dit, un peu technique, mais pour comprendre de manière simple. Parce qu'on sait aussi que déjà en 1918, le colonisateur est venu trouver qu'il y avait déjà une architecture, une ossature, et ils avaient créé à l'époque la région de Caille et de Bamako.
Maintenant, bon, qui étaient d'ailleurs considérées comme des communes. On sait que, par ailleurs, on avait par la suite ce qu'on appelle Djamana, on avait Dougou et on avait Marabolo. Dougou, ça concernait plutôt le village. Donc, est-ce que ce modèle traditionnel-là, qui quelque part a été aménagé et amélioré pour mettre ça au goût de la démocratie, on va dire les choses comme ça, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, peut-être parfois, de faire un rappel et de revenir à ces sources-là? Pourquoi je dis cela? C'est que ce que vous dites tout de suite, encore une fois, c'est technique et on voit que ça a beaucoup de mal peut-être à se mettre en œuvre. Parce que les personnes qui sont concernées dans ces zones-là, qui sont eux aussi tributaires de pouvoir, n'arrivent plus à exercer ce pouvoir-là parce qu'elles sont exercées par des autorités ou déconcentrées ou décentralisées. Et poursuivant, je me permets aussi de vous demander, par exemple, est-ce que le maire peut être considéré comme une autorité qui est à cheval entre ces deux-là? Ça fait beaucoup de questions en même temps. Vous essayez de voir. D'accord. Alors, déjà, ce qui est important de retenir, c'est que la décentralisation est un processus. Comme je l'ai dit, nous avions un État hyper centralisé et dont la gouvernance est directive et verticale, jusqu'à un certain moment. En 1992, quand la volonté de réaffirmer ce principe de la libre administration a été acté, le président d'alors, le président Alpha Omar Konaré, avait commandité ce qu'il a appelé la mission de décentralisation, qui a été brillamment conduite par le professeur Ousmane Sy. Et cette mission de décentralisation a fait tout un ensemble de consultations et un vaste travail en parcourant tout le Mali qui a abouti justement au projet décentralisation articulé en deux grandes étapes. La première étape, c'était la communalisation et la seconde étape, c'est la régionalisation. Et dans cette communalisation, justement, vous allez constater qu'on a créé toutes les communes, finalement les 703 qu'on a aujourd'hui, donc ont été créées suite à ce travail-là. Et la communalisation permettait aux communautés voisines, réunies au sein d'une commune, comme son nom l'indique, de prendre en charge un certain nombre de questions vitales, notamment l'éducation, la santé communautaire, la gestion de l'environnement, l'accès à l'eau potable. Des questions vraiment qui sont vitales. Mais traitées par qui? Traitées justement par la collectivité commune. Voyez-vous? Et c'est pourquoi la commune est dotée d'un conseil communal dont les membres sont élus au suffrage universel, je crois, direct, et qui les permet donc de prendre en charge les questions, comme je l'ai dit, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, et ainsi de suite, au niveau micro-local. Okay? Maintenant, ceci dit, les communes ont des représentants qui se retrouvent à l'échelle du cercle, qui est doté aussi d'un conseil de cercle un peu plus délibératif, mais qui entre dans l'organisation du développement national. Vous allez voir par exemple que dans le domaine de la santé, au niveau des communes, le Mali a réussi ce projet. Nous avons les centres de santé communautaires, qui sont les CESCOM, mais au niveau des cercles, nous avons les CSRF, donc les centres de santé de référence. Et au niveau des régions, nous avons les hôpitaux régionaux. Et après, on vient au niveau hôpital régional. De la même manière, l'éducation aussi est partagée entre ces différentes échelles. Les lycées sont généralement au niveau des cercles, voyez-vous, et au niveau des communes, on a plutôt les écoles fondamentales, entre autres, ainsi de suite, pour pouvoir avancer. Donc, pour vous dire qu'il y a une organisation de l'action publique qui s'arrime à cette architecture de la décentralisation pour permettre que l'action de l'État touche les populations un peu partout. Mais quel est l'intérêt d'avoir justement cette décentralisation? C'est que, par exemple, les politiques publiques, il est important de comprendre l'esprit du fonctionnement. Vous avez la Constitution consacre aux citoyens une batterie de droits. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la sécurité, droit à un environnement sain, ainsi de suite. Ces droits consacrés dans la Constitution sont déclinés en loi organique qui déterminent les modalités de leur exercice. Et ces lois permettent au gouvernement, une fois mis en place, de développer des politiques publiques visant à développer des programmes permettant aux citoyens de jouir de ces droits. Voyez-vous ce que je veux dire? Le ministère de l'Éducation
développe sa politique éducative sur la base des lois organiques en la matière, arrimées aux dispositions constitutionnelles qui consacrent cela comme un droit pour les citoyens. C'est pareil pour la sécurité, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour les différents domaines. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment d'élaborer ces politiques, il y a d'abord un travail d'examination des besoins des communautés en la matière. Lorsque l'autorité élaboratrice des politiques de développement est trop loin du citoyen bénéficiaire de l'action qui résulte de ces politiques de développement, il y a de fortes chances que l'un ne rencontre pas l'autre. Donc, c'est ça la décentralisation, la cause du problème. Parce que, excusez-moi de vous couper, mais quand on prend la loi de 93, effectivement, sous Konaré, on avait déjà posé les bases. Ensuite, en 2012, ATT est allé dans le même sens et on devait passer de 8 à 19 régions, si je ne me trompe pas. Et au jour d'aujourd'hui, à part peut-être Menaka et Taoudéni, où il y a des gouverneurs d'ailleurs qui ont été nommés peut-être en 2016, il me semble, et qui ont été opérationnalisés en 2012, les autres régions, c'est resté lettre morte. Donc est-ce que, parce que la volonté politique, en l'espèce dans ce domaine-là, je pense qu'elle existe. Maintenant, est-ce que tous les problèmes ont été pris en considération? Ce n'est pas certain. Mais est-ce que le but recherché derrière, ce n'était aussi pas de faire peut-être un contre-coup à l'idée de fédéralisme qui est peut-être effectivement brise ce qu'on appelle l'État unitaire, alors que dans le cadre de la décentralisation, on reste dans cet État unitaire-là, mais tout en déconcentrant et en décentralisant un certain nombre de choses qui peuvent permettre de rétablir un équilibre. Alors, oui, on a besoin d'aller vers une décentralisation, une déconcentration pour permettre à l'État unitaire d'être plus proche des populations. C'est cela l'esprit. C'est pour cela que la Constitution du 25 février 1992 pose le principe de la libre administration. Et c'est ce principe de libre administration a commandé justement la mission de décentralisation qui a abouti à la loi de 93 dont vous parlez. Ensuite, dans la continuité de cet exercice, eh bien, la réorganisation territoriale a toujours été dynamique au Mali. On a créé des régions nouvelles, on a créé des collectivités nouvelles au fur et à mesure qu'on évoluait. La mission de décentralisation nous a amené aux 703 communes que nous avions, les 49 cercles, n'est-ce pas, et aux 10 régions jusqu'au départ de Amadou Toumani Touré. Je précise que le chiffre 10 régions est venu du projet nous amenant à 19 régions, mais dont seulement 2 ont été opérationnalisées, notamment Menaka et Taoudéni, à travers la désignation de leur gouverneur et de l'administration régionale qui devait y être déployée. Mais le projet nous amenant aux 19 régions était dans la même logique de continuer à créer des collectivités permettant aux populations maliennes de prendre en charge leurs questions de développement à l'échelle micro-locale. Et que, comme je le disais tout à l'heure dans mon développement, l'autorité élaboratrice des politiques de développement ne soit pas trop éloignée des populations bénéficiaires de l'effort de développement, de l'action publique. Qu'est-ce qui bloque dans ça? Maintenant, le processus de décentralisation est buté à plusieurs difficultés. Comme je l'ai dit, c'est le paradigme même de fonctionnement de l'administration publique qui change. Avant, on avait des services techniques rattachés à l'État central qui était en charge des questions de développement, qui rendait compte à un directeur national, qui rendait compte à un secrétaire général et ensuite à un ministre. Voyez-vous, quand on crée les collectivités, alors les collectivités ont de nouvelles compétences qui étaient hier dévolues au commandant de zone ou au préfet. Aujourd'hui, le préfet devient une autorité de tutelle. Mais l'action de développement n'est plus sous sa responsabilité directement, c'est sous la responsabilité des collectivités. Si vous dites que ça contribue effectivement au développement, dans ce cas-là, que doivent faire les gouvernants pour que justement les gouvernés puissent en tirer le maximum de bénéfices pour que ça ne soit pas bloqué? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape de la communalisation. C'est déjà fait avec ses insuffisances et ses acquis. Les États généraux de la décentralisation fixent bien le tableau par rapport à cela. Mais l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger pose la régionalisation au cœur du processus de développement des régions. Et à partir de là, l'accord dispose que la région
sera désormais, la collectivité territoriale région sera désormais responsable de son propre développement territorial. À cet effet, elle a désormais la compétence de planification programmatique et budgétaire de son développement. Et une batterie de compétences lui sont désormais transférées pour lui permettre, en tant que collectivité région, de générer les ressources internes permettant de prendre en charge les défis du développement. Et sur d'autres axes, deux axes sectoriels, comme la sécurité, il y a par exemple le programme de réforme du secteur de la sécurité qui prévoit dans son architecture des organes au niveau local et micro-local de gouvernance partagée de la sécurité. Et comment utiliser ça comme un instrument de paix, comme un outil de paix? Mais justement, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que ce n'est plus une autorité centrale de Bamako qui va imposer ce que doit être la santé, ou ce que doit être l'éducation, ce que doit être tel élément dans la région ou dans la collectivité. On permet désormais que le président de la région soit élu au suffrage universel direct, que celui-ci soit le chef de l'administration et de l'exécutif de la collectivité région, je précise, de la collectivité région. Par ce biais, qu'est-ce qui se passe? C'est que les acteurs de la région vont ensemble faire l'évaluation des besoins de développement sur la base du potentiel territorial. Dans un dialogue interne, ensemble. Leur autorité mise en place par le suffrage universel direct, responsable donc devant eux, seront en charge avec eux d'élaborer leur programme de développement territorial. Et ensuite, on donne des compétences à ces collectivités pour générer des ressources. Par exemple, la compétence de prise de participation, la compétence de coopération décentralisée, la compétence de fiscalité locale, entre autres mesures, sans compter le transfert de 30% de recettes publiques que l'accord prévoit aux différentes collectivités. L'ensemble de ces mesures permettent en fait à la collectivité de générer des ressources internes pour financer ses propres programmes de développement. Mais à cela, on ajoute également les contrats-plans entre l'État et les régions qui permettent à l'État d'encadrer l'action des régions en les apportant un appui technique et par endroits financiers. Ça peut être dans des programmes spécifiques aux régions ou dans des programmes nationaux d'implication régionale. Donc si je comprends bien, même si ce n'est pas du fédéralisme, ça y ressemble sur certains aspects, parce que dans le cadre par exemple de la décentralisation, ces différentes zones concernées vont avoir ce qu'on appelle une autonomie de libre gestion et vont aussi avoir peut-être une personnalité morale. Parce que si à partir du moment où on doit élire la personne qui va gérer les affaires de la région ou de la zone, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un mini-président, si je peux m'exprimer ainsi, mais il y a une responsabilité aussi que cette personne-là devra assumer à ce moment-là, et par rapport à l'État, et par rapport au gouverné. Donc, quelle est la différence, par exemple, avec même si ce n'est pas le sujet, entre la décentralisation poussée, comme on l'appelle, et le fédéralisme, au sens propre, par exemple chez les Américains, aux États-Unis, avec les gouverneurs? Quelle différence on peut faire? Très bien. Je pense que c'est une question très pertinente. D'abord, il faut comprendre que la décentralisation poussée dont on a parlé en 2015 n'est autre que la régionalisation. Et la régionalisation est la phase 2 du projet de décentralisation. Sa différence avec le fédéralisme, c'est que d'abord, on est dans un État unitaire. Et la souveraineté de l'État n'est pas remise en cause. Les régions ont un certain nombre de prérogatives qui leur permet de prendre en charge les questions de développement territorial propres à la région, mais sans préjudice aucun aux fonctions régaliennes de l'État. C'est pourquoi vous allez voir que, même dans l'accord, au moment où on dit que dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, les collectivités territoriales, régions, cercles et communes seront désormais responsables de la sécurité. Et cela se fera à travers une police territoriale placée sous leur autorité, qui sera gouvernée à travers un comité consultatif local de sécurité réunissant les représentants des femmes, des jeunes et des autorités traditionnelles, sous la gouverne du chef de l'exécutif local, qui est le maire au niveau de la commune,
le président du conseil de cercle au niveau du cercle et le président de l'Assemblée régionale au niveau de la région. Le même accord, dans son titre 3, dit que les forces armées de défense et de sécurité restent organiquement et hiérarchiquement rattachées au seul État central. Là où on dit que la région peut, n'est-ce pas, les collectivités peuvent avoir la fiscalité territoriale adaptée à leur réalité socio-économique, on ajoute dans le respect de l'intérêt de la loi générale de l'État. Là où on permet que le président de la région soit le chef de l'administration et de l'exécutif de la collectivité région, on précise que l'État nomme auprès de la collectivité un représentant qui assure le contrôle de l'égalité a posteriori, qui veille au relèvement des politiques nationales et qui veille au respect de l'intérêt général. Pour dire encore une fois que dans la régionalisation, l'État est central, il est unique. C'est lui qui veille à la conformité de toutes les délibérations des collectivités avec la loi centrale de l'État. C'est lui également qui accompagne les collectivités par un appui technique, financier et parfois diplomatique pour permettre que les volontés de développement local puissent aller. Et le transfert du contrôle de tutelle d'a priori à posteriori consiste essentiellement à permettre que la lourdeur administrative ne freine pas l'élan de développement des régions, mais laisse encore la marge pour que lorsque le gouverneur de région, qui est le représentant de l'État auprès de la région, constate l'inconformité des délibérations avec l'intérêt général ou avec la loi de l'État, eh bien ça lui permet tout le temps de revenir à la charge et de stopper la marche pour pouvoir le ramener à la conformité. Bon, pour comprendre deux choses, si on a une analyse de l'opportunité a priori qui existait et qu'on est passé peut-être à un contrôle a posteriori, est-ce que par exemple pour les droits, c'est-à-dire, je reviens à l'exemple des États-Unis, on sait qu'en fonction de l'État dans lequel on se trouve, on peut avoir des lois qui sont différentes et des droits qui sont différents. Est-ce que dans le cadre de la décentralisation, cela existe aussi ou pas, par exemple? Alors, ça c'est très important. Déjà dans le cadre de la décentralisation, chaque collectivité délibère depuis 1996 jusqu'à nos jours. Donc ces délibérations des collectivités font force de loi sur leur territoire. Mais les délibérations de la commune 5 ne s'appliqueront pas nécessairement à Kolondiaba. Vous comprenez? Mais puisque ce n'est pas, il n'y a pas lieu de le dire pour la simple raison qu'aucune autorité de la commune 5 ne va vouloir imposer sa volonté à Kolondiaba, le débat ne se fait pas. Maintenant, quand on prend par exemple l'accord pour la paix et la réconciliation, stipule dans son titre 1 sur les principes la reconnaissance et la valorisation de la diversité culturelle et linguistique. Ce principe se rapplique dans le titre 4 de l'accord sur les questions de développement économique, social et culturel, où on dit par exemple que chaque région peut, n'est-ce pas, élaborer, intégrer des éléments de sa propre culture dans le système éducatif. Donc, ça veut dire que la régionalisation permet au Mali de prendre en compte sa diversité socio-culturelle et ethnique sans nécessairement altérer l'unité nationale. Est-ce qu'en matière de justice, par exemple, on peut avoir des juges différents qui vont avoir des manières différentes d'analyser les choses en fonction de la zone, mais est-ce qu'on peut avoir des lois différentes? La justice n'est pas décentralisée. Voilà, c'est important de le préciser. Toutefois, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent avoir une implication juridique. Par exemple, lorsqu'on parle de fiscalité locale, adaptée aux réalités locales, la fiscalité est un élément du droit. Je ne vous l'apprends pas. Et donc, elle s'applique par le droit. Mais un juge déployé, un juge de l'État déployé dans une collectivité prendra nécessairement en compte les normes en vigueur dans cette collectivité. Mais ces normes en vigueur sont toujours soumises au contrôle de l'égalité, même si c'est a posteriori. C'est extrêmement important de comprendre. Donc la justice centrale de l'État reste la justice centrale de l'État. Il n'y a pas de justice pour les collectivités décentralisées, mais les délibérations des conseils régionaux, des conseils de cercle, lorsqu'elles ont des implications pour le droit, eh bien, elles sont prises en compte par le juge de l'État dans son travail et dans ses délibérations. Comme malheureusement on arrive déjà à terme de l'émission, je voudrais vous poser quand même une avant-dernière question avant d'arriver à la conclusion, qui serait de savoir, par exemple, dans le cas du Mali aujourd'hui, comment faire
pour accélérer ce processus de décentralisation qui est, si j'ai bien compris, à la phase de régionalisation aujourd'hui, et que ça a un impact réel sur les populations. Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, ce serait aussi de nous dire, mais de manière vraiment succincte, quels peuvent être les impacts ou les avantages économiques que peuvent en tirer les localités et l'État central, l'État unitaire, dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration. Et après, on va aller sur une dernière question qui sera la question de conclusion. Très bien. D'abord, pour le premier volet de votre question, je dirais que ce qui pourrait faciliter, c'est d'abord une bonne dissémination du projet de décentralisation. C'est d'ailleurs encore plus intéressant si on faisait la dissémination simplement de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui explique très bien le processus de la régionalisation tel que convenu. Parce que tant que les populations n'auront pas compris, elles n'adhéreront pas. Et tant que le projet de décentralisation reste l'apanage des décideurs politiques et administratifs, il pourrait toujours se buter à des difficultés parce qu'en réalité, c'est la victoire des populations. Ça m'amène rapidement à aller justement au deuxième volet de votre question. Vous savez, la régionalisation est la plus grande opportunité de développement que nous n'ayons jamais eue depuis que le Mali est indépendant. Je vous donne quelques exemples précis. Vous prenez par exemple une région comme Caille. Avec le projet de la régionalisation tel que prévu, la région de Caille peut capitaliser sur un certain nombre de potentialités. Si on prend la compétence de prise de participation, rien n'empêche la collectivité et région de faire un appel à fonds pour constituer des sociétés d'exploitation des ressources minières qui s'installent, sociétés dans lesquelles la région elle-même est actionnaire, des ressortissants de la région sont actionnaires. Cela peut aussi être ouvert à des capitaux étrangers. Si on prend par exemple la compétence de coopération décentralisée, mais la région de Caille peut développer des relations commerciales avec la Mauritanie, avec, qu'on appelle ça, le Sénégal, avec la Guinée, pour devenir une véritable plaque tournante et développer plusieurs opportunités de développement. C'est extrêmement important. On peut faire la même chose aussi, avec le gaz aussi. Dans le bassin de Taoudini. Exactement. Si on va à Mopti, par exemple, aujourd'hui, on a la possibilité de créer des industries de transformation de produits alimentaires qui peuvent être sur la base du poisson, ou sur la base de la viande, ou sur la base du lait. On peut carrément ouvrir des industries en faisant l'ouverture d'industries et en faisant l'appel à fonds pour pouvoir alimenter. Donc les régions elles-mêmes prennent en main leur propre destin et mettent en place des programmes de développement qui permettent de renforcer. Vous prenez la région de Gao, elle est à 300 km de Niamey, la capitale du Niger, alors qu'elle est à 1222 km de Bamako. Donc, bref, pour dire qu'on a vraiment des possibilités que les régions ont de développer véritablement leur territoire. Est-ce que vous avez une citation qui vous marque, qui vous a marqué, et puis un vœu pour le Mali et pour les Maliens? Vous avez 1 minute. Alors, une citation qui m'a marqué, je passe sur la citation, mais mon vœu, c'est surtout de dire que les Maliens prennent en main leur propre destin. Que le projet de la régionalisation ne soit pas vu comme étant une victoire, peut-être de la CEMA dans l'accord pour la paix, mais qu'il soit vu vraiment comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'il est, une étape de la décentralisation qui offre des opportunités énormes pour le peuple malien et que les communautés prennent cela en main, se battent pour que ça ne soit pas biaisé par le processus administratif et politique qui est soumis aux enjeux de pouvoir. Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se donne donc rendez-vous dimanche prochain sur la même chaîne et à la même heure. Merci.